Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur L'œil des chercheurs, cette émission que je co-anime avec Caroline Leroy. Et aujourd'hui, on a un invité sympathique que j'ai découvert à l'occasion de ma formation sur l'économie régénératrice, organisée par l'UMIA et AXA Climat. Et puis, lors de cette formation, il y avait une question que je me posais, c'était, je ne comprenais pas la sous-optimalité. Et donc, j'ai été faire des recherches et je suis tombé sur votre interview, Olivier Amand. Et là, j'ai commencé à comprendre, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec vous et qu'avec Caroline, on a décidé de vous inviter. Vous êtes auteur de plusieurs livres. Moi, j'en ai lu deux. Il y en a un, je suis en train de le finir. Mais il y a l'antidote au culte de la performance, que j'ai trouvé fascinant, hein, la robustesse du vivant. Et puis le deuxième, c'est un manifeste que vous avez coécrit sur la santé commune aussi, qui est importante et qui parle de trois santé qui sont interdépendantes, hein, le côté naturel, le côté social et le côté humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de tourisme durable, etc., qu'on parle de développement durable, peut-être qu'on devrait parler justement de santé plutôt qu'autre chose, parce que la qualité de vie dans laquelle on souhaite vivre est importante. Je vais passer la parole à Caroline qui va mener cet entretien, et puis moi, de temps en temps, je serai un peu le trouble-fête ou quoi que ce soit, je poserai des questions parce que j'aurais pas tout compris, tout simplement. Voilà, à toi, Caroline. Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup Olivier de votre présence et d'avoir accepté de venir nous parler du vivant. Moi, je suis ravie de vous écouter aujourd'hui. Déjà, François a mentionné certains de vos ouvrages, donc on aura l'occasion évidemment de parler de performance. Et voilà, déjà en préambule, est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que voilà, vous êtes chercheur en biologie, biologie des plantes. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous, Olivier? Merci de votre accueil. Donc moi je suis chercheur dans un laboratoire qui s'appelle Reproduction et développement des plantes et on s'intéresse à la forme des plantes. Donc les questions qu'on se pose c'est pourquoi les feuilles sont plates, pourquoi les tiges sont cylindriques, pourquoi sur une plante les fleurs ont la même taille quoi. Ce genre de questions-là. Donc ça c'est ma partie recherche qui est plutôt multi-échelle quoi, qui va de la molécule, la cellule, tissu, voilà. Et puis j'ai une autre casquette qui est d'être directeur de l'Institut Michel Serres qui s'intéresse à la relation de l'humanité à la nature, très inspiré du contrat naturel de Michel Serres. Et donc on essaye de faire des formations, des actions, des réflexions autour de cette question-là. Super. Alors peut-être que pour les auditeurs, voilà, on est peut-être très éloigné au premier regard, à la première écoute du secteur touristique. Mais là, on va mettre vraiment le vivant aussi au cœur de ces échanges. On parle beaucoup dans le cadre du tourisme durable ou du développement durable, de plus en plus de changements climatiques. Mais ce n'est que l'une des limites planétaires et on oublie souvent la biodiversité, notre rapport au vivant qui est d'autant plus important dans le secteur touristique. Vous avez écrit du coup un ouvrage qui s'appelle Antidote au culte de la performance. Est-ce que vous pouvez nous parler justement voilà, vous faites référence à la robustesse et l'inefficacité aussi de l'humain. Moi, je travaille sur le concept de performance environnementale, où justement j'essaie d'intégrer davantage le vivant et l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce culte de la performance au regard de vos travaux et de vos valeurs et de votre vision de manière générale? Alors la performance, en fait, faut juste ouvrir les yeux et voir qu'il y en a partout. On est soumis à l'injonction de performer en permanence. C'est vrai en regardant les campagnes, quand on voit le design des parcelles et tout ça, tout est optimisé pour la mécanisation. C'est vrai pour les villes, c'est optimisé pour le trajet des voitures, des piétons, des cyclistes. Il y a de la performance dans les vacances, il y a de la performance dans le temps qu'on passe à ne pas s'ennuyer. Maintenant, on ne s'ennuie plus. On doit tout le temps être devant de l'information, devant un téléphone portable. Donc en fait, on est dans un monde hyper optimisé.
Et quand je dis optimiser, c'est hyper performant. C'est que, alors, faut bien que je définisse les choses, hein. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc, quand on augmente les performances, on devient encore plus efficace, encore plus efficient, et donc on optimise. L'optimisation, c'est ça, hein, c'est l'augmentation des performances. On atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Ben, voilà, donc on est en plein là-dedans. Et donc, après tout, pourquoi pas, hein, on pourrait se dire, oui, c'est aussi une façon d'habiter sur la planète. Sauf que on se rend compte actuellement que ça devient de plus en plus contre-productif. Quand on fait de la performance, on s'enferme dans une voie étroite. C'est presque la définition de l'efficacité et de l'efficience, c'est une canalisation en fait, on se canalise. Et quand on se canalise, en fait, on atteint son objectif et on manque tous les autres. Donc c'est un peu le problème de la performance, c'est qu'elle est réductionniste par nature, quoi. Donc ça, c'est un premier truc. La deuxième chose, c'est que, on peut le dire en 2 mots, hein, optimiser fragilise. Quand on optimise, en général, on fragilise tout le reste. Donc évidemment, les écosystèmes, les humains aussi, hein, les sociétés humaines, hein, le burn-out des humains, le burn-out des écosystèmes, c'est un produit de notre performance, quoi. Et enfin, il y a les indicateurs de performance, alors à qui on peut dire des tas de choses, mais si on suit les indicateurs de performance, le risque, hein, c'est qu'on tombe dans la loi de Goodhart. Alors la loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que quand on met un indicateur de performance quelque part, on va tout faire pour faire monter cet indicateur et on va donc oublier tout le reste. L'exemple typique, hein, c'est le sport de compétition, où si on veut vraiment performer, on va finir par se doper, quoi. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un projet de faire des Enhanced Games, donc des jeux augmentés. Et donc, c'est des jeux olympiques, on va dire, où le dopage serait autorisé, quoi. Donc là, voilà, on est arrivé au bout du truc, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on va aller voir des sportifs se tuer en direct, hein. Donc, il faut quand même le faire. Donc ça, voilà, c'est la performance contre-productive. Et donc, évidemment, le point principal, et vous l'avez dit, c'est la situation des écosystèmes. La crise climatique, les pénuries de ressources, les pollutions globales et l'effondrement de la biodiversité, donc les 4 sujets. Ça, c'est le produit de notre performance, quoi. Et donc, c'est de loin ça qui est le plus problématique dans notre performance, quoi. C'est qu'on est en train de détruire notre habitat. D'où est né ce besoin de l'humain d'être performant? Alors, c'est la performance, ça a tendance à s'auto-justifier. Donc, en fait, alors, il y a 2 choses. Dans un monde qui est abondant en ressources et stable, on fait de la performance. Et quand je dis on, c'est les êtres vivants aussi. C'est qu'un parasite, par exemple, dans la durée de vie d'un parasite, le monde est stable et il est abondant en ressources. Un virus qui rentre dans un corps humain, c'est stable et c'est abondant en ressources. Et donc la performance, c'est la bonne stratégie dans un monde qui est stable et abondant en ressources. Alors nous, les humains, en gros, on fait de la performance un peu plus active depuis le néolithique, quoi. Ça fait 10 000 ans qu'on est là-dedans. Le néolithique, c'est le moment où on invente l'agriculture, la sédentarisation, la domestication. Et donc, on a inventé des processus plutôt de sécurisation au départ, pour sécuriser l'alimentation. Mais en fait, ça a augmenté les rendements. Et du coup, ça nous a placés dans un environnement d'abondance de ressources. Et du coup, on s'est fait avoir, quoi. On est parti dans une spirale de performance parce qu'on était dans un monde abondant en ressources et nous-mêmes, nous alimentions l'abondance de ressources. Sauf qu'on arrive à la fin de ce truc-là. On a tellement été dans la performance que ça a induit de la compétition et donc que ça a épuisé toutes les ressources. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources. Et si on suit tous les rapports scientifiques de tous bords, hein, des écolos, le GIEC et compagnie, mais aussi de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial, tous disent que le monde qui vient sera fluctuant et en pénurie chronique de ressources. Donc le logiciel performant n'est plus adapté. C'est à côté de la plaque, pour le dire très simplement, quoi. Donc dans un monde fluctuant, ce qu'on fait, c'est de la robustesse, hein. Je vais dire le mot tout de suite. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la réponse opérationnelle à un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est la robustesse, c'est sa définition scientifique. C'est la réponse opérationnelle à un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Et du coup, c'est ça la révolution de notre époque. On est en train de quitter le néolithique. Ni plus ni moins, hein. On quitte 10 000 ans de trajectoire performante pour inaugurer la nouvelle époque de la robustesse.
Donc c'est copernicien hein, comme révolution. Hein. C'est fou hein, d'ailleurs hein, d'être là à cette époque-là. Moi, j'en reviens pas à vrai dire. Hein, mais on est dans ce moment-là. Quoi. Alors moi je regardais mes indicateurs de performance du coup et c'est très déstabilisant ce que vous êtes en train de dire parce que du coup voilà moi je travaille vraiment sur le pilotage de la performance environnementale. J'ai pas envie de pleurer, au contraire j'ai envie de poser plein de questions. Si vous pouvez un petit peu plus détailler ce que vous entendez par robustesse, parce que là voilà il y a une forme de révolution. Euh, quand là à l'instant vous avez parlé de robustesse, pour moi ça faisait écho au concept de résilience qui consiste voilà à s'adapter face à un choc. Donc résilience qui peut être différents types de vivants hein, après un traumatisme, après une crise, etc. Quelle est pour vous est-ce que vous avez une différence claire entre la résilience et la robustesse, surtout avec votre casquette de biologiste? Oui, donc il y a une différence. La résilience, en fait, il y a 3 définitions de la résilience. La première définition de la résilience, c'est dans la science des matériaux. Donc c'est un matériau qu'on déforme et qui revient à l'état initial. Donc ça, voilà, c'est retour à quasiment un comportement élastique, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment élastique, mais c'est un retour à la normale, quoi. La deuxième définition, c'est la résilience psychologique. Donc on a un traumatisme, on tombe et on se relève. Donc ça marche très bien dans des contextes médicaux très particuliers. Quand on le généralise à tout le monde socio-économique, c'est toxique. C'est-à-dire qu'en fait, on va inciter les gens à tomber pour qu'ils se relèvent. Et ceux qui vont raconter l'histoire, c'est ceux qui se sont relevés. Ceux qui ne se sont pas relevés, on ne saura pas ce qu'ils sont devenus. Enfin, si, on saura, mais ils ne vont pas avoir la parole. Quoi. Donc, Thierry Ribot a écrit un bouquin là-dessus hein, qui s'appelle Contre la résilience. Il était à Fukushima, il a bien vu ce que ça donnait, la politique nationale de la résilience. Ça se résume en une phrase. Hein. Après Fukushima, c'est pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Vous voyez l'arnaque hein, quand même. C'est la résilience, vraiment c'est une incitation à tomber. Quoi. Donc ça c'est la deuxième définition. Et la troisième définition de la résilience, c'est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. Du coup, qui ressemble à la robustesse. Bien qu'il voilà, il y a des petites nuances, mais ça ressemble quand même beaucoup à la robustesse. Alors, le problème de ça, c'est que c'est un abus de langage, en fait. Cette troisième définition, c'est la définition des écolos. Hein. C'est le Stockholm Resilience Center, Carl Folke, enfin, des gens en Suède, là, qui ont mis ça en avant. Mais c'est un abus de langage, quoi. Parce que dans la résilience de la science des matériaux, il n'y a pas l'histoire de la transformation, hein, dans le monde fluctuant non plus, quoi. Donc, en fait, c'est le même mot pour une autre définition. Donc, du coup, quand on parle de résilience, il faudrait raconter tout ça à chaque fois pour savoir de quoi on parle. Donc, puisque en général, dans le monde socio-économique, c'est la deuxième définition qui domine, c'est une résilience de type néolibéral performante, hein, c'est une trajectoire, hein, la résilience, hein, donc ça peut s'optimiser aussi, donc voilà, on reste dans la performance. Quoi. Et en fait, c'est même une performance responsabilisante, quoi. Donc c'est pire que de la performance tout court. Quoi. Donc du coup, voilà, moi, maintenant, je n'emploie plus le mot résilience. J'en emploie que le mot de robustesse. Si je vous le dis différemment, la résilience, c'est une trajectoire. On est comme ça, on est en ligne droite, on descend et on se relève. Voilà, c'est une trajectoire. La robustesse, c'est plutôt des bornes. C'est des bornes qu'on va élargir pour laisser de la place à des trajectoires à l'intérieur de ces deux bornes. On augmente les marges de manœuvre pour autoriser différentes trajectoires. Donc, si je vous le dis différemment, pour être résilient sans que ce soit fatal, il faut d'abord être robuste. Donc, il faut commencer par la robustesse. Et après, on apprendra de ses échecs aussi, hein. Mais sauf que on apprend de ses échecs, c'est qu'on se relève vraiment, quoi. On tombe pas vraiment. Intéressant. Et donc, comment on fait, docteur? Comment on fait pour faire de la robustesse? Alors, c'est là que c'est extraordinaire. Il suffit de regarder les êtres vivants. C'est là que le biologiste est pertinent. C'est qu'en fait, quand on regarde... les êtres vivants, ils sont là depuis des millions d'années. Et depuis des millions d'années, le monde est fluctuant. C'est pas nouveau hein, que le monde soit fluctuant. C'est juste que nous, ça va nous surprendre. Ça fait 10 000 ans qu'on est dans la stabilité. Et là, on va découvrir le monde fluctuant pour la première fois. Enfin, on le découvre déjà, hein, les méga-feux, les méga-inondations. Bon, voilà. Donc, on rentre dans les fluctuations. Mais les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils sont dans ces fluctuations. Et du coup, ils ont développé des stratégies, ou plutôt, ça a été sélectionné au cours d'évolution. Et du coup, on sait très bien comment font les êtres vivants pour être robustes. Et du coup, il suffit juste de regarder dedans, il y a une librairie de solutions. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve chez les êtres vivants? Qu'est-ce qui leur permet d'être robustes? Eh bien, ce sont des lenteurs, des délais, de l'hétérogénéité, des incohérences, de l'aléatoire, de l'inachèvement. En fait, ce sont que des contre-performances. C'est ça qui fait tourner les êtres vivants. Les êtres vivants
sont bourrés de contre-performances, de contradictions internes, de lenteur, pour ajouter du jeu dans les rouages, et ça leur permet d'être adaptables. Donc, tu es toujours en condition de changer de trajectoire, d'explorer des possibles, et c'est ça qui les rend robustes. Et donc là, il y a une sacrée leçon pour nous, on est tellement obnubilés par la performance qu'on a oublié que c'est une solution adaptée seulement dans un monde stable. Dans un monde instable, on fait de la robustesse. Et donc, c'est pas des choses qu'on fait en plus. On n'est pas performant et robuste. On est robuste quand on n'est pas performant. Ce sont deux valeurs qui s'opposent, quoi. Alors le schéma intellectuel, là, au point de vue transformation, tout ce qu'on nous a appris depuis notre enfance, etc., là, il y a quand même un choc important à gérer. Comment on fait? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce que je vous dis là, c'est du fait scientifique ras des pâquerettes. Et ce qui est très fort, c'est que chez les êtres vivants font les deux. Ils font de la performance et de la robustesse. C'est juste que ce qui domine chez les êtres vivants, c'est la robustesse. Parce que dans les écosystèmes, il y a des pénuries chroniques de ressources et le monde est instable. Il y a seulement quelques exceptions, à la fois temporelles ou spatiales, où on trouve des moments de compétition, quoi. Voilà, je prends l'exemple du parasite. On peut considérer qu'un prédateur, quand il prend sa proie, et ben là, il fait de la performance pour attraper sa proie, mais tout le reste de la journée, il fait pas de la performance, il fait de la robustesse. Donc en fait, on s'est un petit peu. Donc en fait, c'est quand même, je pense, c'est assez simple de voir le truc. C'est pas très compliqué de se dire dans un monde fluctuant, faut pas faire de performance parce qu'on s'enferme dans une voie étroite, quoi. Donc on fait de la robustesse. Par contre, c'est vrai, je suis d'accord, que c'est une révolution profonde parce qu'il va falloir qu'on lâche la performance. Et lâcher la performance, après donc 10 000 ans de performance en roue libre, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, le problème, c'est lâcher la performance, ça peut faire peur. Mais si c'est pour attraper la robustesse, bah, c'est très sécurisant en fait. C'est que la sécurité en version performante, c'est mettre des caméras augmentées et mettre des barricades, quoi. Bon, bah, ça c'est performant c'est très fragile en fait, parce que plus on met de barricades et plus on met de caméras augmentées, et plus en fait c'est un signal pour dire bah c'est là qu'il faut aller, quoi. Parce que pour des cambrioleurs ou je sais pas quoi. Donc en fait, la version robuste de la sécurité, c'est d'entretenir son tissu social. C'est ça la vraie sécurité, la sécurité robuste dans le temps, quoi. Donc c'est avoir plein d'interactions avec plein de gens, avec voilà. Donc c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus ouvert. En fait c'est beaucoup plus réjouissant. Le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions, quoi. C'est le monde du repli sur soi. Le monde de la robustesse, c'est le monde de l'ouverture. Voilà, on s'ouvre, on interagit comme les êtres vivants. C'est des réseaux d'interaction très forts, quoi. Bon, alors là, vous venez de flinguer plein de concepts qu'on utilise beaucoup, donc la performance et la résilience. J'écrivais un article ce matin sur la résilience. Je vais digérer nos propos. Vous avez fait référence justement en regardant ce qui se passe du côté des plantes, cette inspiration des plantes. Donc vous avez parlé de la lenteur et de l'hétérogénéité. Si moi je reprends ça dans un contexte touristique, bah on parle justement dans le cadre de déployer, on va dire de développer et renforcer le tourisme durable. On parle de slow tourist, c'est-à-dire aussi de ce rapport à la lenteur qu'on devrait davantage avoir dans les vacances. Et l'hétérogénéité, pardon, moi ça me fait penser à l'inclusion et la mixité des publics qu'on peut avoir. Et voilà, c'est très paradoxal parce qu'avec vos mots, quand vous rappelez ce qu'il y a vraiment derrière le concept de performance, on vise tous, les acteurs touristiques, la performance, alors que les spécificités de notre secteur, nous, faudrait plutôt rendre du coup tendre vers une robustesse. Euh, voilà, essayez peut-être, c'est compliqué ce qu'on vous demande, mais quelle inspiration des plantes peut-être, utile pour nous, acteurs du tourisme, et nous, individus, citoyens aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors moi ce que je dis souvent sur le tourisme, c'est qu'il y a un vrai coup à jouer. C'est la sabbatique, typiquement. C'est qu'en fait le tourisme performant, on peut le dire comme ça. C'est en gros, je vais essayer de visiter le maximum de pays en un minimum de temps. Je vais ticker tous les pays du monde et je vais dire j'ai été dans tous ces pays-là, j'ai tout vu. Voilà, j'ai vu les 7 merveilles du monde. Enfin voilà, vraiment la course aux échalotes là. Voilà. Donc ça c'est le tourisme performant. Où en fait, qu'est-ce qui se passe? On prend beaucoup l'avion, on se fatigue beaucoup, on rencontre personne parce que on est tout le temps en voyage, on passe très peu de temps sur les sites, on rencontre pas les gens en fait, on est comme à la télé, quoi. C'est qu'en fait on voit les sites comme si on était à la télé. Donc en fait c'est du tourisme qui n'est vraiment pas réjouissant.
C'est que c'est des belles cartes postales, c'est de l'Instagram, quoi, grosso modo, mais c'est pas, on rencontre pas les gens, quoi. Donc c'est la pauvreté des interactions, hein, toujours pareil. Alors dans le monde robuste, hein, le tourisme, et d'ailleurs il y a de plus en plus de jeunes qui font ça, c'est de passer un an dans un pays. Un an où on travaille dans le pays. Donc c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on rencontre les gens, mais on comprend le modèle économique, et peut-être on voyage dans le pays, mais on rencontre vraiment les gens, quoi. On discute, on construit des associations, enfin voilà, on participe à des initiatives locales. Bah, quand on revient, c'est un voyage qui est initiatique. On s'est transformé. C'est-à-dire que c'est pas un voyage où on s'est fatigué et on revient exactement pareil, juste en étant un peu plus fatigué. On revient en étant une autre personne. Et du coup, on a appris vraiment à mettre un visage sur un autre pays. On a compris un peu mieux cette culture. Et donc, pour moi, le tourisme du futur, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y aura pas moins de tourisme, ce sera du tourisme beaucoup plus élaboré. C'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes à s'installer, à trouver du travail dans un pays, à décoder voilà, les codes culturels dans un pays, à mettre les gens en relation. C'est carrément autre chose, quoi. Et on peut très bien imaginer, puisque c'est des séjours longs, que l'hôtellerie, par exemple, s'adapte à des séjours longs. Ça veut dire que typiquement une chambre d'hôtel, elle a une cuisine, quoi, par exemple, juste pour ou qu'il y a une cuisine partagée. Enfin, on peut imaginer des tas de trucs, hein. Bon, ça c'est pour le côté lenteur, donc très inspiré du vivant en effet. Il y a autre chose qu'on peut imaginer. Ça c'est un truc que j'avais imaginé il y a quelques temps là. C'est le nouvel hôtel, l'hôtel low-tech. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi imaginer que je pense pour l'hôtellerie, hein, il y a certainement plein d'autres choses, mais pour l'hôtel low-tech, ce serait un hôtel où non seulement on habite quelque part ailleurs, quoi, mais dans cet hôtel, on apprend des trucs low-tech. C'est-à-dire qu'en fait, comment récupérer l'eau de pluie, comment dans un, enfin, voilà, des tas de choses, des objets qui n'ont pas besoin d'outils numériques pour, voilà, il y a des hôtels comme ça, hein, où on ferme les portes avec des poulies, tout ça, enfin, des trucs un peu rigolos, quoi, low-tech, où c'est justement, et c'est dans ces hôtels-là qu'on peut apprendre à le tout réparable, hein, à adapter des objets existants, à recycler des choses, quoi. Ça, pour moi, c'est l'hôtel du futur, ça. C'est-à-dire qu'on va pas juste à l'hôtel, on va se former à l'hôtel. L'hôtel devient une école, quoi, une école du low-tech. Pour moi, c'est ça aussi le tourisme du futur, quoi. Et c'est hyper enthousiasmant. Là, il y a des champs, enfin, il y a des opportunités économiques énormes, hein. En fait, pour l'instant, je trouve qu'on est encore un peu en effet, dans la paresse du tourisme performant où on veut être sûr que ce soit bien confortable, tout ça. Mais ça, c'est très superficiel. Le tourisme, ça peut être beaucoup plus que ça, quoi. Et donc là, il y a des tas de choses à inventer, quoi. Sur le sujet de la lenteur, c'est marrant, quand j'étais plus jeune et que je vivais à Londres, donc à l'époque, on partait à Londres après avoir eu ses diplômes dans le tourisme pour apprendre l'anglais, etc. Et puis, Londres, tout le monde, il y a plein de nationalités qui viennent apprendre l'anglais. Et puis à côté de ça, les anglo-saxons, il y avait beaucoup d'Australiens et de Néo-Zélandais qui venaient pour leur gap year. Et c'était plus ou moins après leurs études principales, ils partaient pendant un an et demi à travers le monde pour découvrir d'autres cultures, mais travailler aussi et prendre le temps, etc. Et ensuite, ils retournaient. Donc là, ce que vous proposez, c'est une forme de gap year. C'est l'opportunité de s'enrichir et de prendre le temps de s'enrichir en créant ce lien social. Absolument, absolument. En fait, et ce qui me réjouit, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui le font. Alors pas que les anglo-saxons, hein, ça se fait de plus en plus. Et aussi dans des pays émergents. C'est-à-dire que c'est plus réduit au Commonwealth, quoi, pour le dire rapidement. Maintenant, on passe une année en Afrique, pour vraiment voir le monde, quoi, le monde réel dans sa grande diversité, quoi. Et donc ça, c'est assez réjouissant, vraiment. Je trouve que là, il y a une réalisation. En fait, c'est assez étonnant de voir l'inversion en cours, hein. Dans un autre champ, c'est le rapport à la voiture, par exemple. Dans les années 80, quand on était jeune, avoir sa voiture, c'était sa liberté. Aujourd'hui, avoir une voiture, c'est une charge. Parce qu'il faut un parking, ça coûte des sous, etc. Non, on loue des voitures maintenant, ou on les partage. Voilà. C'est plus du tout le même rapport à la bagnole, quoi. Et je trouve ça assez intéressant. En fait, les mentalités changent. En fait, c'est ça qui est très étonnant dans le basculement de la performance à la robustesse, c'est qu'on est en train de le vivre maintenant. Ça arrive maintenant. Il y a plein de signaux faibles ou forts d'ailleurs, du basculement en cours. Et c'est normal, hein, c'est presque thermodynamique, hein. Les jeunes, ils n'ont pas beaucoup de ressources, les parents, ils peuvent de moins en moins les aider, donc du coup, la voiture, c'est complètement optionnel. Et c'est pas un renoncement.
Au contraire, c'est une joie de ne pas avoir de voiture. Mais au contraire, d'avoir tout ce réseau de voitures partagées, quoi. Voilà, ça, par contre, ça répond à la question. Oui, moi je voulais juste rebondir sur justement sur ce rapport à la lenteur et ça fait écho au dernier sous l'œil des chercheurs avec Prosper Wanner. C'est aussi qu'aujourd'hui dans nos indicateurs de performance, ce qui est considéré comme un touriste, ben voilà, n'est pas considéré les gens qui viennent travailler et on est sur des durées relativement courtes pour être considéré comme un touriste. Donc il faut revoir aussi ce qu'il y a derrière. En reprenant mes études, j'attache de plus en plus d'importance à la sémantique et c'est vrai qu'on utilise, voilà, il y a des mots qui ne sont plus d'actualité, il y a des mots qui sont surutilisés et un petit peu galvaudés. La résilience, vous venez de le mentionner. Euh, donc voilà, ça re-questionne aussi vraiment le modèle derrière. J'aime pas dire économie du tourisme, c'est plus que ça. C'est un secteur avec des valeurs aussi. Et merci de parler de la low-tech, ça faisait partie des sujets que je voulais évoquer avec vous. La low-tech, voilà, il y a ce côté système D, que ça soit réparable au niveau local, il y a ce côté apprenant aussi. Et je vois très peu d'exemples liés à la low-tech dans le tourisme. Je sais qu'il y avait eu des expérimentations avec Gîtes de France dans les Landes, mais je ne sais pas trop ce qu'il en ressort. Parce que voilà, là, on touche aussi aux enjeux de sobriété, parce qu'on parle beaucoup d'adaptation, d'atténuation et encore d'atténuation, elle reste peu ambitieuse, je trouve aujourd'hui. La sobriété dans quelque chose d'aussi spécifique que le tourisme, qui est comme rattaché à de la consommation. Je sais pas si vous souhaitez rebondir là-dessus sur voilà ce côté sobriété low-tech par rapport aux exemples que vous avez cités d'hôtels qui pourraient être des hôtels du futur version low-tech. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est basculer de la compétition à la coopération, hein, finalement, hein. Quand on fait du low-tech, ça veut dire que on partage les savoir-faire, qu'on apprend des choses. Alors, alors, comme ça, à chaud, là, il y a un hôtel à Munich qui s'appelle 25 Hours, qui a un petit peu dans cet esprit-là, quoi. Justement, il y a des poulies, il y a des trucs comme ça, voilà, très low-tech, hein, avec du mobilier recyclé. Il y en a plein d'autres, hein, c'est juste comme ça, là, il me vient comme ça en tête. Mais juste pour dire que voilà, on peut visiter des hôtels et du coup, d'un seul coup, se dire, ah, tiens, bah, ça, c'est un premier pas, mais on peut aller beaucoup plus loin, hein, beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, pour donner un autre exemple de low-tech, alors pas forcément dans le tourisme, c'est les jeans 1083. Donc, c'est des jeans produits en France, réparables, recyclables, etc. Enfin, on a même une consigne, donc on peut rendre son vieux jean et on aura 20 euros en retour. Voilà, donc ça, c'est des modèles intéressants. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que les jeans 1083, ils vendent, enfin, ils donnent en fait aussi la notice pour fabriquer soi-même son jean. Et donc, du coup, pour aussi les réparer, quoi. Et je trouve que ça, c'est le modèle du futur. C'est que quand on produit des services, des biens, il va falloir donner aussi la notice pour réparer, quoi. Et alors, c'est là où ça va très loin. C'est qu'en fait, c'est pas du tout anti-technologie, hein, le low-tech, hein. Enfin, je pense que tout le monde est bien au courant. Mais dans le low-tech, par exemple, on peut imaginer inclure les imprimantes 3D, qui sont plutôt des nouvelles technologies. Mais quand on a des imprimantes 3D, ça veut dire qu'on peut réimprimer des pièces défectueuses. Et du coup, d'un seul coup, tout devient réparable et donc l'obsolescence programmée n'existe plus. Puisqu'en fait, quand on achète un bien, il y a la notice pour réimprimer toutes les pièces de ce bien, quoi. Et donc, enfin, tout est conçu comme ça, quoi. Et donc, d'un seul coup, tout devient réparable. Donc, voilà, le low-tech dans le tourisme, ça peut inclure tout ça. Ça peut être une école du low-tech. Voilà. En fait, quand on va. Et alors, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez sur le mot touriste. Parce que finalement, c'est une invention récente, le mot touriste. Alors, en fait, dans la bascule en cours, hein, on est en train de basculer de 10 000 ans. Hein, donc, faut pas. Là, on peut s'autoriser des changements assez profonds. Alors, je vais aller un cran plus loin. Le mot artiste. Le mot artiste, il n'a que 500 ans aussi. Les artistes, avant la Renaissance, c'était des personnes qui contribuaient à la société comme tout le monde, qui avaient, voilà, qui faisaient partie d'un collectif de personnes qui questionnaient les questions, mais qui faisaient aussi des objets, des artisans, etc. C'était un peu tout mélangé, quoi. En fait, le monde de la performance nous a mis en silo, quoi. On s'est cantonné. Donc voilà, il y a des voyageurs de plus ou moins longue durée. Bah, ceux qui sont de courte durée, on les appelle les touristes. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la canalisation. Si on décanalise, si on commence à aller vers la robustesse, ben, le tourisme, va falloir réinventer, va falloir trouver un autre mot, quoi. C'est peut-être juste les voyageurs, quoi. Les voyageurs, et donc dans tous les sens du terme, quoi.
Super, vous nous donnez en plus plein d'exemples et d'inspiration. C'est toujours top de pouvoir avoir des gens qui sont pas issus de notre secteur et qui nous permettent un petit peu de dézoomer. Là, vous avez mentionné plusieurs fois les enjeux de coopération. Voilà, sur la low-tech, il y a aussi bien la sobriété d'usage, mais la solidarité, le côté apprenant, co-apprenant. Le collectif aussi. Donc, je sais que ça va parler à François qui prône aussi l'intelligence collective. On le voit de plus en plus on sait qu'il faut aussi tendre vers des nouvelles formes de gouvernance plus inclusives, plus globales. Mais après, dans notre secteur, avec ses œillères performantes, on va dire, on parle aussi de coopétition, donc qui est un mélange entre coopération et concurrence. Peut-être, je suppose que c'est des choses que vous voyez aussi en observant les plantes. C'est peut-être réducteur de dire observation des plantes, excusez-moi. Ouais, ouais. Voilà, sur ce thème de coopétition, parce que voilà, la solidarité, on en a conscience, mais on est aussi, malgré un modèle très récent, hein, le tourisme, comme vous le dites, on est sur un secteur qui est récent, sur des termes qui sont récents, hein, très récents, mais on a du mal à faire changer, à faire bouger les lignes, alors que ça reste récent dans notre société néolibérale. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le collectif, la coopétition notamment? Bah alors c'est compliqué parce qu'en effet on est dans un monde encore concurrentiel où du coup si on part un peu la fleur au fusil dans la coopération, enfin si je puis dire la fleur au fusil, mais bah, si on part dans la coopération en pensant que tout le monde va coopérer gentiment, bon bah ça c'est la main invisible de la coopération, hein, ça marche pas non plus. Hein. Donc il faut être réaliste. Y a toujours une part de compétition. On est encore dans un monde de la performance. C'est juste qu'il est en train de basculer. Et en plus, ce qui est assez terrible dans ce moment de basculement, c'est que ceux qui sont encore dans la performance, ils s'accrochent. Et ils s'accrochent très fortement. Et même, ils vont dans une forme de délire de la performance. Hein. Quand je vois Elon Musk qui fait sa fusée pour aller sur Mars, un lieu de mort hein, quand même, hein, Mars. Hein. Quel projet quand même, hein. C'est un projet mortifère, littéralement. Hein. Mark Zuckerberg qui fait un bunker à Hawaï, bah, c'est un tombeau. C'est aussi un projet mortifère. En fait, ceux qui sont dans le délire de la performance ont des projets de mort. faut pas l'oublier. Mais ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils sont issus de ce monde de la performance. Donc, ils ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Et du coup, ils embarquent avec eux des collectifs, des citoyens même, qui se font berner, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, à vrai dire, hein, c'est qu'ils risquent d'emporter beaucoup de monde avec eux. Mais du coup, ça dit aussi que c'est le champ du cygne. Alors, pour moi, dans tous les secteurs, et donc dans le secteur du tourisme aussi, le rôle du décideur ou de celui qui a un peu une stratégie sur le tourisme, celui ou celle évidemment, c'est de savoir quel seuil mettre. C'est qu'on est en train de basculer, mais c'est pas qu'on va pas passer de 100% performance à 100% robustesse. C'est un équilibre. On va baisser la performance pour pouvoir augmenter la robustesse. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas moyen non plus. Ça veut dire qu'il y a des moments où on va faire beaucoup de performance, toujours, mais ce sera de plus en plus réduit, ces moments de performance, ou ces niches performantes. L'essentiel, ce sera de la robustesse, de plus en plus, quoi. Mais la transition, bah, c'est là où il faut être agile un petit peu, c'est que savoir à quel endroit il faut mettre plus de performance. Donc, par exemple, c'est si on veut transformer, si on veut construire un nouvel hôtel low-tech, bah là, si on veut le faire à peu près rapidement, ça va être un peu performant, forcément, quoi. Mais par contre, après, ce qu'on a construit, c'est un hôtel qui est plutôt low-tech, qui est plutôt dans la robustesse, quoi. Enfin, je prends cet exemple-là juste parce qu'on en a parlé juste avant, hein, mais disons que ça oscille, quoi. C'est un peu comme la fièvre chez les êtres vivants, quoi. Quand nous on a la fièvre, c'est le moment de performance de notre système immunitaire, quoi. C'est là qu'il est le plus performant. Mais ça dure pas très longtemps la fièvre, parce que sinon on s'épuise. Hein. On épuise ses protéines, quoi. Et du coup là on fait un burn-out moléculaire. Donc en fait ça sera un peu pareil, quoi. Ça veut dire qu'il y aura pas zéro performance. Et donc la coopétition, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un mélange des deux, c'est un nouvel équilibre entre compétition et coopération, où la coopération augmente de plus en plus, la compétition baisse de plus en plus, et c'est cette transition et c'est ce seuil hein, qu'il faut trouver. Et là, là, je ne suis pas un expert. C'est-à-dire que c'est chacun dans son secteur, dans son territoire, hein, qui sait à peu près où mettre le seuil, quoi. Enfin, je me défausse un petit peu, mais je ne suis pas capable de donner une loi générale, et ce serait bien trop performant d'ailleurs. Moi, j'ai une question concernant le vivant, la robustesse du vivant. Vous l'observez à travers vos recherches, etc. Mais on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté sur des outils technologiques et qui donc nous déconnecte du vivant.
Et donc, comment pouvons-nous, et peut-être que là, justement, le tourisme a une opportunité de pouvoir participer, contribuer justement à cette reconnexion au vivant. Comment inviter justement ces générations anciennes et nouvelles, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tout le monde est connecté. Je vois ma mère, 85 ans, qui est sur son téléphone comme moi et comme mes gamins, etc. Et donc, comment inviter les gens à retourner vers le vivant, à le regarder, à l'apprécier, à l'observer et ne pas être juste justement derrière Netflix à voir des requins, des baleines en disant qu'est-ce que c'est beau, etc. Mais Exactement. d'aller juste dans la forêt ou dans un parc, écouter un chant d'oiseau. Oui, oui, bah, exactement. Bah, alors, il y a des tas de paradoxes incroyables dans l'époque dans laquelle on est. C'est-à-dire que quand on a un jardin, on fait tout ce qu'on peut pour le désherber, à coup de, enfin, un peu moins maintenant les pesticides, heureusement, mais voilà, on désherbe, on organise, on rationalise son jardin. Et puis après, quand on part en voyage, on s'émerveille devant la nature sauvage, quoi. Alors pourquoi on ne fait pas de la nature sauvage dans son jardin? Ça, parce que c'est pas la peine de prendre l'avion, hein, on peut le faire dans son jardin, la nature, il faut juste rien toucher, quoi. Il faut laisser faire, quoi. Mm. Sanctuariser, quoi. Bon, ça c'est le premier paradoxe, mais il faut le réaliser quand même. C'est que quand on fait une pelouse dans son jardin, c'est une monoculture. La pelouse, hein, c'est une monoculture. Hein. Ça n'a rien à voir avec le vivant. Ça, hein. La monoculture, c'est une idéologie. Hein. C'est pas une méthode, c'est pas un objet naturel, c'est une idéologie. Donc la pelouse, c'est une idéologie. Donc ça, c'est la première chose. Et donc du coup, bah, voilà, peut-être pas la peine d'aller très loin. En effet, dans son jardin, on peut déjà faire de la nature sauvage. Et la deuxième chose, bah, c'est l'école du dehors, quoi. L'école du dehors, ça veut dire que, alors c'est à la fois pour les parents et pour les enfants, c'est passer du temps dehors et vraiment travailler dehors, apprendre dehors. Alors très souvent, ce qu'on dit, c'est que, notamment pour les enfants, hein, dans les écoles, on dit ah ouais mais c'est trop dangereux d'aller dehors, quoi. Ils vont se prendre une branche, il y a un oiseau qui va passer par là ou je sais pas quoi. Alors faut bien comprendre que c'est plus dangereux d'être à l'intérieur. C'est plus pollué à l'intérieur. Les enfants qui passent leur journée dans une salle de classe sont en train de s'intoxiquer. Ils sont mieux dehors. Ils sont mieux dehors, même s'ils se prennent une branche de temps en temps, ou une feuille, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment qu'ils soient dehors. Et c'est très important que les enfants aient ce lien émotionnel à la nature quand ils sont petits, avant 5 ans, je veux dire, parce que ça construit son identité. Si on n'a jamais été dehors hein, quand on a été petit, la nature, c'est un décor. On n'a pas de lien émotionnel à la nature. Et du coup, on devient extraterrestre. Et on fait une terra déformation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de devenir vraiment des extraterrestres sur Terre. Donc ça, l'école du dehors, et ben ça, en effet, le secteur du tourisme a un coup à jouer là aussi énorme. C'est en fait, vous êtes en très bonne position pour avoir des outils, des équipements pour amener les gens à aller dehors et à leur apprendre ce qu'on voit dehors, quoi. Et en effet, il n'y a pas besoin d'aller très loin. On peut faire du tourisme socio-écologique dans sa ville, quoi. Mhm. Par exemple, on peut traverser une rue de Paris ou de Lyon ou de Marseille, enfin, ce qu'on veut, quoi. Et vous pouvez faire un inventaire des espèces que vous rencontrez sur votre trajet, sur une rue. Et vous pouvez même le faire en hiver, comme ça on va corser le truc. Parce qu'en hiver, on a l'impression que tout est mort, qu'il n'y a plus rien. Et ben regardez bien et vous allez voir le nombre d'espèces qu'on trouve. C'est incroyable. Mais ça, voilà, Mm. c'est un petit projet touristique en bas de votre immeuble et qui est extraordinaire. Et on se rend compte aussi, c'est intéressant, par exemple, avant-hier, je donnais un cours à des élèves qui en ont marre d'être dans ces salles à écouter des professeurs, etc. Et même si les salles sont très jolies, confortables, etc. Et donc, ils m'ont exprimé qu'ils en avaient ras-le-bol. Je dis, bah écoutez, venez, on va sortir. Et on a été dans un endroit qui s'appelle la Friche de Belle de Mai à Marseille, qui est une ancienne usine qui a été reconvertie dans un lieu social, etc., dans un des quartiers les plus pauvres de France, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que la dynamique, la relation à l'autre a complètement changé. Et là, c'était plus une relation professeur-élève, mais c'était vraiment du dialogue, du partage, comment dire, une certaine forme de solidarité aussi, de tolérance vis-à-vis des opinions des autres, etc. Et c'est incroyable, juste le fait de sortir dehors, comment ça peut changer un état d'esprit d'un collectif. Absolument. En fait, c'est revenir à terre avec un grand T. C'est que, en fait, quand on est tous sur la Terre, quand on est en lien avec la nature, ça horizontalise, on peut le dire comme ça, quoi. En fait, on est tous à la surface de la planète et ça permet de le vivre vraiment, quoi. Alors que quand on est dans une tour, dans une salle, ben, ça y est, on est dans la hiérarchie, quoi, Mm. physiquement.
Et du coup, on est dans une fiction. Être dans une salle, c'est une fiction du monde. Être un écolier ou n'importe qui dans une salle, c'est une fiction en fait. On n'est pas censé être dans des immeubles à étage, quoi. Enfin, je veux dire, ça marche temporairement, quoi, mais ça finit par tomber, un immeuble. Enfin, au bout de 1000 ans, il va finir par tomber, quoi. Donc en fait, j'exagère un peu, hein, mais c'est juste pour dire que c'est une fiction. Quand on est à terre, on est vraiment tous au même niveau. Et c'est beaucoup plus humble, hein, comme posture, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, voilà, un élément de la nature, quoi. Et donc, en effet, ça a un effet pro-coopération, quoi, quelque part. Ça, on voit un peu mieux qui, on est au même niveau, quoi. Voilà. Ouais, bah là, super. Moi, je suis convaincue aussi du rôle que peut jouer le secteur touristique justement sur il me semble que c'était Guillaume Cromer, un consultant en tourisme durable, qui parlait de tourisme apprenant. Voilà, d'être contributeur aussi. Alors, on a vu des fois des concepts d'être consommateur, en tout cas d'agir aussi et pas juste consommer. Et c'est vrai que le secteur touristique, voilà, cette école du dehors, moi j'aime beaucoup cette terminologie. Euh, Là, pour un peu plus, on va dire, plomber l'ambiance, mais vous avez parlé de l'homme un peu extraterrestre, de l'homme, moi aussi je vois l'homme toxique, euh, avec toutes les crises qui se succèdent, conjoncturelles, la Covid, la guerre, l'inflation. Voilà aussi, ça peut justifier cette instabilité, ce culte de la performance. On voit les inégalités se creuser, le vivant se dégrader. Pour vous, est-ce qu'il y a des priorités? C'est une question aussi difficile à répondre, mais justement par rapport à vos travaux en lien avec le vivant et les conséquences des activités humaines, de l'anthropocène, pour vous, est-ce que vous voyez des priorités aussi bien sur le choix peut-être des choses à protéger ou sur la façon de faire? On a parlé du collectif, d'être dehors aussi pour cette horizontalité. Je vous écoute. Oui, oui. Alors en fait, donc il y a 4 sujets, hein, écologiques, hein, comme je disais, hein, pénurie de ressources, crise climatique, pollution globale et effondrement de la biodiversité. Alors ce qui domine actuellement dans les médias et dans les discussions, c'est la crise climatique. Ça fait écran à tout le reste, hein. Et même dans la crise climatique, on l'a réduit à une molécule, le CO2. Alors il faut bien comprendre que les solutions qu'on apporte à la crise climatique, en général, elles aggravent la pénurie de ressources, ça crée des pollutions globales et ça alimente l'effondrement de la biodiversité. Donc nos réponses à la crise climatique, enfin la plupart, hein, pas toutes, mais la plupart de nos réponses à la crise climatique se font au détriment des 3 autres sujets. Alors c'est là que c'est incroyable, si on mettait la biodiversité en premier, donc si on s'attaquait à l'effondrement de la biodiversité, ce serait positif pour la pénurie de ressources, ce serait positif pour le climat et ce serait positif pour les pollutions globales. Donc c'est très clair, il faut commencer par la biodiversité. La biodiversité, ça coûte pas grand-chose, c'est juste un sac de graines qu'il faut jeter dans du sol. Ça se fait à n'importe quelle échelle. On peut faire de la biodiversité si on a 1 mètre carré devant soi, si on a un balcon, si on a un pot de fleurs, on peut faire de la biodiversité. Donc tout le monde peut le faire, ça coûte rien et c'est systémique. C'est-à-dire que ça a des effets pour toutes les questions écologiques. Alors si on veut monter en échelle, le premier levier pour faire le basculement sur la biodiversité, c'est l'agriculture. L'agriculture parce que c'est la plus grande surface de terrain qui est occupée. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a les solutions. On a toutes les solutions pour l'agriculture. Il y a des tas de sujets où on n'a pas de solution, hein, les pollutions chimiques, les PFAS et tout ça, on n'a pas de solution. Pour l'effondrement de la biodiversité et l'agriculture, maintenir des rendements acceptables, largement suffisants pour la population humaine, on sait faire. On sait faire. C'est ça qui est dingue. On a tout sous la main. Et on le fait pas encore, mais ça vient, hein, cela dit. Ça aussi, hein, l'agroécologie, c'est en train de monter très fort, mais c'est quand même incroyable. C'est qu'on a la solution, c'est le premier levier, et on parle encore de climat, de panneaux solaires, d'éoliennes. Enfin, c'est très bien, mais c'est secondaire, quoi. C'est la biodiversité d'abord, quoi. Alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est en fait, s'il y a une chose à faire, c'est de s'arrêter. Je vais revenir à ma sabbatique, hein. Mais il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas rêver. On va pas se transformer sans s'arrêter. Pour changer, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme quand on est dans une voiture et qu'on est à un carrefour. Si on doit tourner à droite ou à gauche, on met son clignotant, mais surtout, on s'arrête. On s'arrête et on tourne. Si on ne s'arrête pas, on ne change pas. Et donc, du coup, là aussi, le secteur du tourisme a un coup à jouer énorme. Ça pourrait être l'acteur de la transformation par l'arrêt.
Parce que le risque, ce serait de cantonner le secteur touristique à des activités où on apprend des choses, on apprend à coopérer, on apprend le low-tech, etc. Mais du coup, ça donne un petit peu l'impression que c'est plus des vacances, quoi. Qu'on part en tourisme et en plus, il faut faire des efforts, quoi. Il faut apprendre des trucs et tout ça. Donc c'est un peu fatigant. C'est que si on part en vacances et qu'il faut apprendre des trucs, bon, ça peut être un peu fatigant. Donc de temps en temps, oui, mais tout le temps, ça va commencer à faire beaucoup. Donc du coup, là, c'est un peu de la performance aussi. On peut retomber dans le risque de la performance. Il faut s'arrêter jamais, toujours apprendre et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire que la première chose à faire dans le tourisme, c'est de développer des solutions d'arrêt, méditation. On fait rien, on se déconnecte, on va dans des endroits où il n'y a pas Internet, voilà. Et on regarde la nature, sans rien, quoi, même sans indication, on s'immerge, quoi, dans la nature. Bah, ce moment d'arrêt, en fait, c'est ce qui se passe quand on s'arrête, c'est qu'en gros, avant qu'on se soit arrêté, quand on est dans le hamster dans sa roue, là, on est un peu dans le pétrin, quoi, hein. Enfin, on tourne dans sa roue de hamster, là, on se rend bien compte que ça va pas et on sait pas comment s'en sortir, quoi. Quand on s'arrête, la dissonance qui était tout le temps là, elle explose. C'est ça qui est formidable. En fait, on crée la crise. C'est qu'il y a une différence, hein, entre être dans le pétrin et être en crise. Quand on est dans le pétrin, on sent qu'on est dans un environnement toxique, qu'on fait des activités qui n'ont aucun sens, et on ne sait pas pourquoi ça marche pas, quoi. Enfin, on l'a plus ou moins formalisé, mais pas complètement, et on continue quand même, quoi. Quand on s'arrête, on est obligé de faire face à cette dissonance. Et du coup, on crée la crise. Et la crise, dans ces cas-là, c'est une excellente nouvelle, parce qu'on est en train de bifurquer. On est en train de changer. Et du coup, dans ce moment d'arrêt, alors il faut être accompagné, évidemment, et donc c'est là aussi que le secteur du tourisme pourrait avoir un rôle à jouer. Alors on pourrait même imaginer, il pourrait y avoir des psychanalystes, il pourrait y avoir des sociologues, enfin on peut imaginer des tas de trucs, hein, des accompagnements très multidisciplinaires. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on s'arrête et qu'on a cette dissonance, qu'on commence à avoir vibré très fort, on prend le temps de réfléchir. Mais vu qu'on est en arrêt, il n'y a aucun problème. Parce que du coup, on n'est pas dans le flux, quoi. Donc, vu qu'on a pris du temps pour s'arrêter, il n'y a aucun problème. On prend tout le temps qu'on veut pour réfléchir, pour bifurquer. Et à la fin de la phase d'arrêt, on commence à expérimenter. Et du coup, on prend le chemin. Et là, c'est engageant. Mais du coup, c'est pas vécu comme un stress. Il faut absolument changer. Il faut que je change rapidement, etc. Non, en fait, c'est vu on commence juste avec l'arrêt, la méditation. Voilà, c'est beaucoup plus fertile, à mon avis. Ça me rappelle une image des anciens qui étaient assis sur le banc et on se disait, ben, la vie, elle est pas mal pour lui. Il était assis, il n'avait pas de journaux, il n'avait pas de téléphone. Il était là, il observait. C'est ça. Et il prenait son temps. Ouais. Il prenait le temps de vivre, etc. Et je trouvais que c'est ce que vous décrivez, ça y ressemble aussi. C'est marrant d'ailleurs par rapport aux bancs. Le week-end dernier, j'étais dans un village à côté de moi. Si vous allez dans les villes, en général, les bancs sont les uns à côté des autres, ce qui ne facilite pas forcément la discussion. Hein. Et là, j'étais dans ce village, il y avait le marché, il y avait le café, etc. Et dans ce village, ils ont mis les bancs en cercle. Ce qui fait qu'il y avait les papis du village qui se retrouvaient là et qui discutaient. Alors, il y avait de l'humour, il y avait du sérieux, il y avait de l'engueulade, etc. Mais il y avait cette relation à l'autre. Et je trouve que c'est intéressant. Mais on n'est pas habitué à ne rien faire. Ça fait peur. Oui, bien sûr, on est tous, hein, enfin, on est tous drogués à l'hyperactivité, hein. Alors après, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. C'est que dans le monde actuel, on peut faire ça un peu avec des paliers de décompression, quoi. Donc il y a une façon de faire, c'est par exemple la semaine de 4 jours, quoi. Se dire, dans une semaine de 4 jours, le 5e jour, qu'est-ce qu'on fait de ce 5e jour? Donc on peut aller dans des associations et tout ça, mais on peut aussi décider de ne rien faire, quoi, d'avoir un vrai week-end de 3 jours, quoi. Voilà, c'est juste des idées comme ça, hein, mais après, ça convient pas à tout le monde, hein. Enfin, voilà, c'est à customiser en fonction des uns et des autres, quoi. Mais c'est en effet, ça pour moi, j'y crois vraiment beaucoup, hein. C'est qu'en fait, pour se transformer, et là, vu qu'on va basculer de la performance à la robustesse, hein, donc on n'aura pas le choix, hein, de toute façon, c'est ça la trajectoire, hein. Mais cette transformation-là, ça demande 3 choses. Il faut de l'éducation, c'est-à-dire que savoir pourquoi on se transforme, voilà, le monde fluctuant, tout ça, voilà, se dire oui, c'est voilà, du coup robustesse, hein. Entre autres, hein, il y a plein d'autres choses, éducation à la coopération, etc. Donc c'est de l'éducation. Il faut des récits. Il faut des récits. Donc là, moi, j'utilise le récit du vivant, mais on peut en trouver plein d'autres, hein. Chacun a son récit finalement, hein, pour habiter ce monde-là, pour que ce soit émotionnel, quoi, pour que ça mobilise. Parce que si c'est que intellectuel, c'est ça qu'il faut faire, on va pas le faire.
Si on veut le faire, ça veut dire que ça a touché aux émotions. Donc ça veut dire qu'il y a un récit qui nous mobilise. Et le troisième ingrédient, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt. Il faut s'arrêter. Il faut créer cet espace de bifurcation. Sinon, on ne bifurque pas. Et donc, en effet, voilà, le banc, c'est un endroit d'arrêt fertile. Et le monde végétal, c'est exactement ça, à travers les saisons, etc. L'hiver, il se pose. Exactement, l'hibernation pour les animaux. Voilà, c'est en fait, oui, c'est mais même les bactéries. Hein, maintenant, on sait que les bactéries résistent aux antibiotiques en dormant. Hein. C'est fou, quoi. C'est qu'en fait, on a un peu cette idée du vivant qui est dans la compétition, qui fait de la course aux armements et tout ça là. Alors il y en a un peu aussi, comme d'habitude. Il y a compétition et coopération, mais ce qui domine, c'est de laisser passer la vague, quoi. Et donc c'est la stratégie de Gaston Lagaffe. Moi, j'appelle ça comme ça, quoi. En gros, quand il y a une grosse fluctuation, un gros stress, les êtres vivants, ils hibernent, quoi. Hein, voilà. Et donc les bactéries aussi, elles hibernent, et elles laissent passer la vague et elles se réveillent après. Et voilà. C'est vrai que ça fait depuis quelque temps que j'entends beaucoup d'experts qui disent que la priorité devrait être la biodiversité et on voit que ça ne l'est pas, d'autant plus avec l'actualité et on va pas rentrer dans ce débat à l'antenne. Euh, je sais que voilà, vous vous intéressez aussi aux nouvelles formes d'agriculture, donc notamment à l'agroécologie. Donc on parle aussi de permaculture, qui est un synonyme de l'agroécologie, si je dis pas de bêtises, en tout cas assez proche. On voit de plus en plus voilà je pense à une amie qui a créé Perma Social Club. Voilà, elle intègre la permaculture dans ses séjours touristiques. Bisous Alice, hein, parce que je trouve ça très ambitieux de sa part et très éthique de le proposer. On voit de plus en plus aussi apparaître le concept de régénératif, hein, où on va plus loin que le durable. Il y a le côté réparateur et prospère aussi. Est-ce que ces concepts vous inspirent? Est-ce qu'on est à l'opposé peut-être sur un énième terme et on s'éloigne de cette quête de robustesse parce qu'il y a beaucoup d'exemples inspirants aussi actuellement dans l'agriculture notamment, quoi. Non, non, moi, j'embrasse complètement ça, hein, la perma-entreprise, voilà. Enfin, en gros, les principes du vivant, et surtout ceux-là, hein, ils sont en effet très féconds, quoi. Donc, du coup, non, moi, j'ai aucun problème avec ça, avec le régénératif aussi. En fait, on comprend comment être terrien. En gros, les êtres vivants, ils nous donnent une recette. Hein. Alors, on n'est pas obligé de la suivre à la lettre. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on devienne des fourmis dans une fourmilière, hein, parce que ça fait pas trop rêver. Hein. Mais il y a quand même des principes de fond qui sont là et qui nous donnent une recette pour habiter dans le monde fluctuant. Et du coup, ouais, l'histoire de la perma-entreprise, de la permaculture, du coup, voilà, de la perma social club, c'est super ça. Hein. Voilà, le régénératif, enfin les jardins créoles dans les Caraïbes, tout ça, c'est des. Ce qui est extraordinaire là-dedans, en fait, c'est que si on devait le résumer en un mot, c'est que les êtres vivants font des interactions. Et c'est tout, en fait. La vie, c'est ça, c'est faire des interactions et de façon foisonnante, quoi. C'est dense, c'est diversifié, c'est que des interactions, c'est des réseaux, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que plus on fait des interactions et plus on est robuste. Et donc, c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Alors que nous, dans le monde de la performance, on fait l'exact contraire, quoi. On réduit les interactions, on se désensualise par rapport au monde. Hein. Il y a un très bon bouquin de Stefano Boni qui s'appelle Homo Confort là-dessus, qui dit qu'en gros, notre relation au monde, c'est des boutons poussoirs, quoi. On appuie sur des trucs et on regarde des écrans. Du coup, on a canalisé notre relation au monde. Quand on dit qu'on est dans un monde hyper connecté, faut questionner ce que ça veut dire, ça. Le monde hyper connecté, en fait, il est hyper connecté par un type d'interaction. Internet, ça compte pour une interaction. Les êtres vivants, ils font des millions d'interactions. Donc, ils ont des interactions électriques, chimiques, enfin de toutes sortes, quoi. Et nous, on est en train de se canaliser en ayant des interactions d'un seul mode, quoi. Donc c'est très pauvre. Le monde hyper connecté numérique est très pauvre. Il est très très pauvre. On a accès à une quantité d'informations incroyable, mais le mode d'interaction est très très pauvre. Et donc voilà, le monde de la robustesse, c'est au contraire, voilà, on va dehors, on est confronté aux odeurs, aux bruits, au toucher, ça frotte, il y a des aspérités, il y a des rugosités. C'est ça qui fait qu'on est vivant, quoi. C'est vraiment vivre avec les fluctuations. C'est pas slalomer entre les risques. Donc là, en vous écoutant, quand même, j'ai l'impression que les choses bougent, peut-être pas à la vitesse qu'on souhaite, ou la direction toujours espérée, mais vous avez quand même un discours assez optimiste, dans le sens où vous dites que
Ben là, il y a des choses, il y a une transformation qui est en train de se mettre en place. Elle se fait d'une manière nécessaire d'un côté, mais aussi naturelle. Est-ce que c'est correct? Oui, exactement. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est vrai qu'on peut regretter que ça arrive pas assez rapidement, mais elle arrive. Ce basculement, on est en plein dedans. Il y a 20 ans, le tout réparable, c'était complètement anecdotique, quoi. Aujourd'hui, c'est du standard, hein. Il y a plus aucune entreprise enfin, digne de ce nom qui ne pense pas au tout réparable. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, en fait, moi, je suis assez optimiste dans le sens où, enfin, je suis pas complètement angélique, hein. Il y aura de la casse, hein. Faut pas rêver, hein. Voilà, il y aura des fluctuations, donc il y aura de la casse. Mais le basculement, on va vers du mieux. C'est-à-dire qu'on va vers un monde, alors je ne sais pas quelle échéance, mais c'est quand même du relativement court terme, un monde qui sera de plus en plus robuste, parce qu'il devient de plus en plus fluctuant. Et dans ce monde très fluctuant, ça peut faire peur, hein, voilà, les fluctuations, mais ce qu'il faut bien comprendre, que nos sociétés vont réagir à ces fluctuations et donc vont inventer des modes qui sont en fait nettement plus riches, nettement plus réjouissants. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes, hein. Pour moi, c'est la réponse à l'éco-anxiété, hein, des jeunes, hein, notamment. L'éco-anxiété, c'est de se dire, ah bah voilà, alors le 21e siècle, ça va être des tempêtes, ça va être vraiment pourri, quoi, et en plus, il faut faire des efforts. Bon, bah, du coup, moi, je démissionne, hein. Si on me dit ça, je déserte tout de suite, quoi. Bah non, en fait, si c'est fluctuant, on va faire quelque chose de ces fluctuations. En fait, on va changer complètement nos modes sociaux, nos modes économiques et tout ça. Et là, la jeune génération, là, c'est la première génération qui va avoir la légitimité et le pouvoir de tout changer. Et alors, je précise tout de suite que je ne fais pas porter la charge sur les jeunes. C'est-à-dire que c'est tout le monde. Eux, les jeunes, ils vont profiter de ce monde-là. Ils vont être des acteurs. Ils vont être c'est certainement ceux qui vont stimuler. Mais tout le monde doit s'y mettre. Les parents aussi, hein. C'est pas aux parents de dire bon, bah, écoute, vas-y, va te former à l'écologie et puis on en reparle après. Non, c'est tout le monde qui doit s'y mettre, quoi. Alors, Caro, ça donne la banane? Ah mais totalement, là, moi, je suis pleinement inspirée. Merci parce que vous avez parlé aussi de l'importance de la mise en récit. Et moi, je suis convaincue aussi bien dans le tourisme que de manière générale dans notre quotidien, de créer des nouveaux imaginaires, de raconter une nouvelle histoire pour se réinventer. Là, ce que vous dites, c'est aussi ces fluctuations peuvent nous permettre de nous réinventer positivement, mais encore faut-il que ça soit un petit peu vendeur. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. D'où ce travail sur les nouveaux imaginaires pour se réinventer. Moi, je voudrais juste revenir aussi sur cette importance de se reconnecter notamment à la nature, dans le tourisme et pas que. Ça peut faire écho à un concept qu'on appelle le biomimétisme, hein, qui est une inspiration du vivant à travers des innovations et des solutions. J'étais hier à une conférence sur le technosolutionnisme et le socio-solutionnisme. Je ne connaissais pas le socio-solutionnisme qui vise à faire changer les comportements, qui a une approche plus comportementale. Est-ce que pour vous, donc, ce biomimétisme, c'est par exemple s'inspirer des toiles d'araignée pour créer des matériaux résistants? Ça peut être dans l'observation des insectes, on peut s'en inspirer au niveau managérial, par exemple. Il peut y avoir plein de déclinaisons mais depuis le début, du coup, qui est quand même très tourné vers la performance. Qu'est-ce Exactement. que vous pensez justement de ce biomimétisme et de cette parce que ça nous permet quand même de nous inspirer. Alors peut-être pas nous reconnecter, mais en tout cas nous inspirer du vivant. Alors c'est comme pour tout, il y a un biomimétisme qui est performant et il y a un biomimétisme qui est robuste. En fait, c'est à peu près pour tous les mots, hein. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quel mot et chercher la version performante et chercher la version robuste. Et vous allez voir, ça fait le tri tout de suite, hein. Donc le biomimétisme performant, en fait, c'est pas du biomimétisme. On a plaqué la technologie sur le vivant. C'est que quand on voit une samare d'érable, donc un fruit d'érable, hein, qui est un petit en ailette là, qui fait l'hélico là, quand il tombe, et ben, quand on regarde ça, on voit on voit un hélicoptère, quoi. On voit une aile d'avion ou je sais pas quoi. Donc du coup, en fait, on plaque de l'industriel sur du vivant. Donc ça, c'est le biomimétisme performant. On va essayer d'apprendre de certaines minutes de performance du vivant pour rendre nos systèmes techniques encore plus performants. Donc ça, pour moi, c'est le biomimétisme qui est condamné. Alors, le biomimétisme a longtemps été réduit à ça. Et heureusement, lui aussi, il est en train de basculer. C'est incroyable, hein. C'est tout bascule, hein. Donc, on est en train de sortir de ça. Et du coup, le biomimétisme robuste, eh ben, c'est ne pas s'arrêter au petit fruit qui est une toute petite partie de l'érable, mais c'est voir tout l'érable, tout le système érable, quoi. Et donc, l'érable, comme tous les arbres, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, les érables, ils ont dans le tronc, enfin, vous savez, un arbre, ça vit par la périphérie de son tronc, hein. C'est-à-dire que les cellules vivantes, elles sont sous l'écorce, quoi.
Et tout le cœur du tronc, c'est du tissu mort, hein, grosso modo. Sauf qu'il y a quand même quelques rayons ligneux dans le cœur du tronc, quoi, avec des sucres. Les arbres, ils vivent avec les sucres qui sont à la périphérie du tronc. Et tout ce qu'il y a au centre du tronc, c'est des stocks stratégiques que l'arbre n'utilise jamais. Donc il y a un gâchis de ressources énorme là. Sauf quand il y a un orage qui casse le tronc en deux, enfin un accident majeur, quoi. Et ben du coup, ce que fait l'arbre, c'est qu'il va utiliser ses ressources stratégiques pour refaire des bourgeons et refaire des branches. Et donc là, on voit, si on prend l'érable complètement, et ben on se rend compte qu'il fait de la robustesse construite contre la performance. Il a des stocks stratégiques qu'il n'utilise jamais. Et la première chose qu'il fait, hein, une fois qu'il s'est coupé et qu'il commence à refaire des feuilles, c'est de remplir ses stocks stratégiques, hein. Donc en fait, il a pas beaucoup de feuilles, il a pas beaucoup de branches, mais la première chose qu'il fait, c'est remplir ses stocks stratégiques. Ben, en fait, on voit que c'est robuste quand on regarde tout le système. Et ben c'est ça le vrai biomimétisme pour moi. C'est pas se contenter de regarder l'hydrodynamisme d'une écaille de requin, c'est regarder tout le requin et toutes ces contre-performances qui font qu'il est robuste. Waouh, je suis très impressionnée de, de ces échanges et de votre capacité à prendre de la hauteur par rapport à quand même des choses que vous observez au quotidien qui sont plutôt petites. Là, vous nous inspirez depuis le début de ces échanges. Est-ce que, voilà, avant de conclure, est-ce que vous avez une belle inspiration? Quel a été votre effet waouh dans le cadre de vos travaux sur la biologie des plantes? Voilà, qu'on aille aussi un petit peu creuser, vous nous inspirez depuis tout à l'heure, mais voilà, au regard vraiment de votre quotidien professionnel qui est vraiment la biologie des plantes, quel a été voilà votre effet waouh, une super inspiration qui pourrait justement conclure ces échanges. Et ben, alors je vais pour la boutade, je vais dire qu'en fait, quand on est dans un labo et qu'on trouve un truc vraiment intéressant, on dit pas waouh en fait, on dit tiens, c'est bizarre. Donc, en fait, on a une autre. En fait, en gros, ça veut dire qu'en fait déjà, on se dit ah bah en fait il y a une contradiction quoi. Et en fait, et c'est ça qui est fertile. C'est on se dit ah bah tiens, ça marche pas. Et c'est parce que ça marche pas que ça va être une belle découverte quoi. Et donc en fait, je pourrais le dire que ça comme ça. Et alors dans les sujets moi qui m'ont fasciné hein, dans ma carrière de chercheur, c'est cette histoire de proprioception. Donc la proprioception, c'est la perception du soi. Et ben on s'est rendu compte, donc nous, hein, les humains, on perçoit notre propre forme. Hein, par exemple, en fait, quand on tend le bras, par exemple, et qu'on le fait plus bouger, en fait, on perd la perception de son bras. En fait, c'est seulement quand il bouge qu'on perçoit son bras, quoi, parce que les muscles se déforment, ils envoient des signaux électriques, et voilà, du coup, on perçoit son bras. Ben, les plantes, c'est pareil. Alors, c'est pareil, c'est pas avec des signaux électriques, mais c'est avec des signaux mécaniques. Mais les feuilles qui poussent, en fait, une cellule qui est au milieu d'une feuille, entre guillemets, elle sait qu'elle est au milieu d'une feuille parce qu'elle perçoit le champ de contrainte des forces. Et du coup, elle va savoir, entre guillemets, c'est pas vraiment savoir, mais elle va s'arrêter de grandir à un moment où ça intègre ce champ de force, quoi. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu technique comme ça, présenté comme ça, mais d'un point de vue poétique, c'est incroyable. Ça veut dire qu'une plante qui pousse, chaque cellule sait où elle est dans la plante. Les feuilles savent, encore une fois, c'est pas vraiment savoir au sens humain, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de système nerveux central, etc. Mais il y a de la communication, quoi. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ce qui fait qu'il y a de la communication, c'est de stimuler l'hétérogénéité. Plus c'est hétérogène, et plus il y a d'informations, et plus c'est riche en informations. Plus c'est homogène, moins il y a d'informations, et plus les cellules, les tissus sont aveugles. Et donc voilà, là il y a une leçon aussi un peu socio-philosophique, c'est que quand on va vers l'homogénéité, on devient aveugle, on se replie sur soi et on meurt en fait. Alors que quand on est vivant, on stimule les hétérogénéités. C'est le multiculti en version biologique, quoi. Et ben ça stimule les interactions, ça stimule les échanges et ça permet de connaître son environnement. Si j'avais un conseil à donner aux hommes et aux femmes politiques, c'est de faire du blablacar, par exemple, pour rester dans le secteur du tourisme et du transport. Parce que quand on est au contact des citoyens, qu'on n'a pas choisi, donc de façon aléatoire, eh ben on comprend la société. Donc on a une forme de proprioception sociale. On est capable de percevoir sa société, quoi. Ben, c'est ça que devraient faire les décideurs politiques. Merci beaucoup pour ce message. Ça me plaît, ça me plaît. On arrive au terme de cette interview. Olivier,
moi, j'ai passé un moment fantastique, très riche, très positif, etc. Vraiment super. Je vais laisser le mot de la fin à Caroline. Vraiment, merci beaucoup pour cet échange et ce temps passé ensemble. C'est un très beau cadeau. Et cet optimiste, ça me fait du bien aussi. Donc, merci. Merci. Oui, c'était juste pour avoir quelques points de synthèse pour clôturer. Et vraiment, merci Olivier, c'était passionnant. Moi, ce que je retiens, voilà, et pour rebondir aussi à chaud avec ce que vous venez de dire à l'instant, cette hétérogénéité, donc cette mixité, en fait, il faut prôner la lenteur avec cette école du dehors, ce tourisme apprenant, ce tourisme sabbatique. Vous nous avez donné plein d'inspirations que notre secteur pouvait être une solution autour de l'arrêt justement et positif, les enjeux de vraiment de reconnexion à la nature et puis cet équilibre entre performance qu'il ne faut pas systématiquement viser, qu'elle soit ponctuelle et plutôt rare, et prôner du coup la robustesse et apprendre à s'adapter à ces fluctuations. Et j'ai peut-être trouvé le titre de ce podcast. Ça serait peut-être Tout le monde dehors, tout simplement. Voilà, parce que ces enjeux d'être dehors, en plus, nous apprendraient davantage à travailler en collectif et pas juste à respecter le vivant. Voilà, tout le monde dehors, ça serait mon petit mot de conclusion. Je sais pas si vous avez aussi un petit mot de conclusion. En tout cas, c'était plus que riche et comme à chaque fois, ça m'a donné la banane. Ah, j'ai rien à ajouter. Tout le monde dehors, ça me va très bien. Il y a Joël Zask qui dit que on a fait du dehors un dedans. Parce qu'en fait, on a tellement optimisé le paysage que c'est devenu un peu la même relation qu'on a avec notre salon et notre table basse où on veut la mettre. Donc tout le monde dehors, moi, ça me va très très bien. Et merci à tous les deux pour votre accueil. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt, j'espère. Très À bientôt. bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.